Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des bonnes raisons de se reconvertir. Avez-vous envie de vous reconvertir? On va en parler avec Pierre Lamblin, directeur des études à l'APEC. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, En quête de sens, aux éditions Henrik B. de Thibaut Boissel-Dubourg. Il est l'auteur de ce livre. C'est un livre détonnant, c'est une bande dessinée extrêmement bien écrite, qui va loin, très loin. On fera le point avec lui dans quelques instants. Le cercle RH et le cercle des experts, on parlera des retraites, stop ou encore, décalées ou enterrées. On parlera aussi, alors c'est plus anecdotique mais amusant, du Noël en entreprise, parce que c'est vrai que le Covid avait un peu tari tout ça. Et là, on va retrouver un petit peu les bons gâteaux, les pots de fin d'année, le crément et la joie d'être ensemble. On en parlera avec nos experts. Et puis, fenêtre sur l'emploi, trouver un stage en jouant à un jeu vidéo. C'est possible. On en parlera avec Virginie Chevalard, directrice des opérations RH France chez Devoteam. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle avec Pierre Lamblin. Bonjour Pierre. Bonjour. Directeur des études à l'APEC. Alors des données et des études, parce que l'APEC est une masse de data et d'informations que vous avez évidemment autour de ces cadres. Rappelons que c'est un organisme paritaire, l'APEC. Parlons de la reconversion. Alors, il y a à la fois le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On n'en a jamais autant parlé de cette reconversion. Est-ce qu'on se reconvertit plus après le Covid ou pas? Est-ce que c'est un mythe? Alors, les envies de changement plus fort. S'expriment plus fortement depuis la crise sanitaire, c'est juste. Mais quand même, j'aimerais quand même souligner que chez les cadres, on est quand même sur les cadres du secteur privé, donc une population très qualifiée, très bien formée, donc ils sont très au fait de ce qui se passe sur le marché. Donc dès lors que la conjoncture est favorable, on est sur une population qui est très encline au changement et au changement d'entreprise. Pourquoi? Pour évoluer en termes de rémunération, mais aussi pour avoir des missions plus élargies. Vous le mettez en 1, la rémunération, ça reste toujours le levier. C'est le premier levier qui motive le vrai changement de... Alors là, rien n'a changé d'avant Covid, c'est-à-dire globalement un cadre bouge quand on lui fait une meilleure proposition. Oui, alors le Covid, la crise sanitaire a accéléré ces envies de changement. Pas uniquement changement de métier, mais aussi de secteur, voire de région, pour gagner en qualité de vie, pas uniquement pour... parce qu'on a pris aussi du recul avec les confinements successifs, on s'est posé pas mal de questions. Bien sûr. Mais quand même, on l'avait constaté, on l'avait effleuré en tout cas à la sortie Covid quand on faisait cette émission quotidienne. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de se reconvertir, et c'est vrai que quand on les interroge, ils disent tous, moi j'ai envie, la tentation de Venise, comme disait Alain Juppé, oui. Mais au final, dans les faits, il y a peu de gens qui franchissent le pas. C'est ça, c'est le mérite de l'étude qu'on a conduite, justement pour objectiver ce qu'il en était réellement, puisque si 30%, un peu moins d'un tiers des cadres expriment un projet de reconversion professionnelle, et là on est sur le changement de métier, qu'il soit en interne au sein de son entreprise, on voit les chiffres, ou en externe. Seulement 8 affirment avoir entamé des démarches de ce projet. Voilà, seulement 8%. Et quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que parmi ce tiers de cadres qui expriment un projet, bien souvent, ce projet, c'est sur un métier qui s'inscrit dans le prolongement du métier qu'on occupe. Ça, c'est une donnée intéressante. On ne franchit pas un changement de secteur. Voilà, parce que les vrais changements de métiers radicaux, de la finance à la boulangerie, quoi. Pour le dire. De la finance à la musique, comme on en a eu certains dans les personnes qu'on a interrogées. C'est 15% des 8%. Donc, c'est vraiment... marginal. Donc il y a un décalage entre le désir et la réalité, c'est-à-dire le moment où on franchit le pas. Mais vous, au-delà des datas, qu'est-ce que ça dit aussi de notre... J'allais dire, dans le milieu anglo-saxon, dans le modèle anglo-saxon, on a le sentiment que ça bouge plus, qu'il y a plus de fluidité, plus de liberté. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde un peu plus figé, finalement, chez nous, en France, sur cette question de pouvoir passer indéfiniment d'un secteur à un autre? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Tout à fait. Vous parlez de fluidité, je rebondis. Le marché de l'emploi cadre, en France, le marché du travail concernant les cadres, il est très fluide. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. C'est vrai. Il y a du turnover. Ça bouge, notamment dans les secteurs. Mais dans le même secteur. Voilà. Mais
Mais voilà, mais si on parle de fluidité, de vrais changements de métier, Exactement. ou de changements de secteur, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, il devrait y avoir beaucoup de passerelles en termes de... Si on raisonne compétences, on peut passer d'un secteur à l'autre, voire d'un métier à l'autre. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a quand même au fond d'eux ce désir. Est-ce qu'il ne leur manque pas des outils? J'ai vu qu'ils étaient même prêts à payer pour se reconvertir. C'est-à-dire, si on leur donnait les outils, est-ce qu'on n'aurait pas des chiffres supérieurs quand même, dans les faits? Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Que les cadres qui expriment ces projets-là sont dans l'attente d'un accompagnement souvent spécifique, parce qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Donc il est personnalisé. Il y a un besoin de formation, souvent longue, comprise entre 6 mois et 2 ans pour la plupart, parce qu'il faut acquérir de nouvelles compétences. On ne devient pas, on ne passe pas de la finance à la boulangerie comme ça du jour au lendemain. Je vais lui montrer ces chiffres quand même, Pierre. 42% sont prêts à accepter une baisse de rémunération, 41% sont prêts à accepter des horaires plus importants, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, et 50% sont prêts à renoncer à des avantages statutaires. Ça veut dire, en un mot, pour vivre leur passion, puisqu'on parlait du salaire tout à l'heure, pour vivre dans leur passion, ils sont prêts à faire des sacrifices. Oui, alors... Ça, c'est intéressant. Ils sont prêts à faire des sacrifices, des concessions complètement, y compris salaire et temps. Voilà. Alors, pas que pour vivre sa passion, hein, parce que les moteurs sont multiples. Voilà, c'est protéiforme, si je puis dire. Il y a quand même la passion, il y a la passion, c'est aussi les conditions de travail, son environnement de travail. On s'y sent pas bien. Qui est pas favorable, parce que... on est quasiment en situation de rupture, voire de burn-out. C'est le cas de personnes qu'on a rencontrées. Donc, et qui a poussé, qui a accéléré leur processus de reconversion. Qui ont dû évoluer vers un autre emploi en interne, parce que sinon, ils allaient au mur, si je puis dire. Et aussi, le souhait aussi de rebondir professionnellement, d'évoluer sur son statut. Juste, quand même, il y a un grand débat qui a traversé la séquence post-Covid, c'est la quête de sens. Est-ce que vous le retrouvez à travers cette étude chez vos cadres? Est-ce qu'il y a une densité plus importante? Avant, les cadres travaillaient, il y avait le salaire qui était très important, avoir une bonne rémunération, des bons bonus, des bonnes primes. Aujourd'hui, il y a le sens qui s'est invité dans la réflexion des cadres. Est-ce que vous le ressentez, ça? Alors, on retrouve dans un des moteurs, justement, dans un des leviers qui motive justement ce changement de métier, cette reconversion professionnelle. On l'a retrouvé dans beaucoup de travaux, hein. On l'analyse en continu, parce que ça va continuer à évoluer, hein, justement, cette quête de sens qui est en lien avec ce décalage que le cadre observe entre son emploi et ce vers quoi il aspire. C'est ça, on en revient toujours à ses aspirations. Il a des aspirations et ses valeurs. Ouais. Et ses valeurs. Si on n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas suffisamment éco-responsable, et ça, c'est un élément qui va devenir de plus en plus important. Ça monte, ça, vous le sentez dans vos datas? Aujourd'hui, parmi les critères jugés essentiels par un candidat pour rejoindre une entreprise qui l'embaucherait, je parle au conditionnel, ce critère-là n'est pas parmi les premiers. Mais il va monter, et assez logiquement, parce que la transition écologique, elle s'installe de partout. Donc le sens s'est invité et commence à prendre une place de plus importante dans le processus de reconversion d'un cadre. Voilà. Alors le sens, il a plusieurs dimensions. J'évoque l'éco-responsabilité, enfin tout ce qui tourne autour de le bien-être écologique, mais le bien-être évidemment, mais aussi son utilité dans ce que l'on fait. On le fait pourquoi? Donc et c'est là où peut s'installer un sentiment d'ennui, de lassitude dans l'emploi occupé par le cadre, et ce désir de faire autre chose. Évidemment. Merci Pierre Lamblin à découvrir cette étude qui est effectivement passionnante et d'ailleurs qui est le fruit des datas, des données que vous avez et qui vous permettent d'avoir une vision des vrais tableaux de bord. Et vous reviendrez, si vous le souhaitez, régulièrement merci à vous. nous faire partager vos études. Là, aujourd'hui, c'était les cadres, vous l'aurez compris, leur désir ou pas d'ailleurs, enfin leur désir concret ou pas de se reconvertir. Merci d'être venu, Pierre, directeur des études à l'APEC. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite et on va accueillir un auteur. Restez avec nous, Pierre, ne bougez pas. On va accueillir un auteur. Vous allez voir, il est décapant, c'est le moins que l'on puisse dire. Le livre de Smart Job, histoire pour finir l'année de rire un peu puis de se détendre et tout simplement de prendre du recul si vous avez envie de vous faire plaisir à Noël. Eh bien, En quête de sens, édition Henrik B, écrit et dessin réalisé, les couleurs aussi d'ailleurs par Thibaut Boissel-Dubourg, qui est l'auteur de ce livre. Il est avec nous en distanciel, il va nous raconter son livre. Je vous salue Thibaut, j'ai pris un plaisir immense
à lire ce livre. Alors, on picore ce livre, évidemment, mais c'est quand même un livre qui se suit, puisque ça raconte la naissance d'un jeune cadre, d'un jeune étudiant qui va devenir étudiant en école de commerce, et puis qui va avoir ce processus, et puis vous tapez quand même très fort sur les RH, et sur tous ces sujets. D'abord, comment ça vous est venu, Thibault ? Je vous disais en off, et je vais le dire aux téléspectateurs, je me dis, mais avec ce livre-là, vous avez quand même du mal à avoir un entretien avec un RH quand même, hein ? Pas exactement. J'ai longtemps travaillé comme juriste dans les grandes entreprises, d'où j'ai tiré quelques anecdotes de cette bande dessinée. Et je travaille maintenant dans une organisation internationale qui accepte très bien mes anciens dessins et tacles. Voilà. Ouais, parce qu'en même temps, vous challengez l'entreprise. Le RH, là, avec marqué I Love RH, page 14. Alors, je ne vais pas spoiler tout le livre, il faut lire ce livre, mais enfin, c'est hallucinant. Il est en train de voir les CV. Là, il dit trop diplômé, ça dégage. Pas assez de diplôme, poubelle. Une faute d'orthographe, on vire. Ah, voilà une petite stagiaire au gros lolo. Serge, convoquez-moi ça. Bien mettre, on entend, parce qu'on voit pas Serge. Et pour le poste ouvert, trouvez-moi un diplômé de la bullshit business school, ça fera l'affaire. Bon, on peut pas dire que vous y allez fort, quoi. Oui, ça reste de l'humour et l'objectif principal, c'est vraiment de faire rire, de faire passer un bon moment au lecteur. Mais je pense sincèrement que l'humour, ça permet aussi de faire passer certains messages et d'avoir d'apporter des graines d'une réflexion sur des sujets un peu plus importants comme la discrimination à l'embauche, par exemple, pour cette planche. Exact. Mais j'allais dire c'est du vécu. C'est de l'observation, Thibault, parce que vous avez fait une école de commerce. En titre, vous avez les bullshit jobs. Là, on vient d'avoir la bullshit école de management. C'est grinçant et on sent qu'il y a quand même quelque chose en vous qui a été traversé et vécu. Oui, alors je me suis inspiré, c'est vrai, de mes propres expériences, d'une part, dans les grandes entreprises, banques et cabinets d'avocats dans lesquels j'ai pu travailler, mais je me suis aussi beaucoup inspiré de ce que me racontent mes proches, et j'ai également fait beaucoup de lectures sur le sujet. Voilà, c'est un peu un agglomérat de ces trois sources d'inspiration. Ouais. Pour ma part, j'ai en effet, en sortant d'études, commencé à travailler dans l'affreux quartier de la Défense, dans une grande tour en verre au 25e étage, avec une manager qui me traitait comme du poisson pourri et des guerres politiques de collègues dignes de Game of Thrones. Et voilà, tous les jours, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Quelle est l'utilité de mon job? Et ça a été en partie une des sources d'inspiration. On voit un dessin pour cette BD. Ouais, on voit le dessin, une sorte d'hommes en cape, comme des diables, avec cette espèce d'esprit malin là, qui sort des tours. Et puis on a vu tout à l'heure l'informaticien Maruto, vous l'avez avec son t-shirt Maruto, tout à fait désagréable. L'imprimante marche pas. Tu as essayé d'éteindre et de rallumer, le type pas sympa du tout. Vous l'avez croisé, ce responsable informatique un peu bedonnant, mal sapé? Je pense qu'il existe dans chaque entreprise. Après, j'espère ne faire de mal à personne avec ces profils de collègues type. Ouais. Sur le premier dessin, c'est pour ceux qui n'ont pas la référence, des détraqueurs et des références à Harry Potter. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Exact. Et aux références de ma génération dans cette BD. Le Seigneur des Anneaux. Il y a quoi en vous? Il y a une hésitation? Parce que la séquence d'avant, on parlait des cadres qui voulaient se reconvertir. Vous gardez ce dessin, cette écriture et cette création comme une petite bulle comme ça d'oxygène, où vous dites un jour, je vais vraiment moi aussi me reconvertir et je vais franchir et traverser le miroir? Le dessin, c'est sûr. J'utilise ça un peu comme une sorte d'exutoire ou de catharsis dans certaines situations qui permettent d'avoir beaucoup d'autodérision sur la vie et de voir les choses avec beaucoup d'humour. Là, en l'occurrence, je me suis reconverti aussi suite à ces expériences. Donc, ça fait une bonne transition face à l'interview précédente. Lisez ce livre, parce que ce livre de Thibault est un livre exutoire aussi, on vient de l'entendre, parce que vous avez traversé des moments professionnels, frais et moulus d'une belle école, et puis finalement, on déchante un peu. Page 16, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que vos dessins sont très sympas, vos bulles sont très drôles.
drôle, et c'est l'entretien. Alors, à gauche, il y a ce qu'on doit dire, et puis, à droite, il y a ce qu'on doit dire, et puis à gauche, il y a ce qu'on aimerait dire et qu'on ne peut pas dire, et c'est assez intéressant. Alors, dites-moi, pourquoi vous voulez travailler chez nous, demande le RH. L'autre répond, et il ne peut pas le dire, j'ai plus une thune, on bosse chez moi, par pitié. Et évidemment, ce qu'il va répondre d'une manière très formalisée, c'est avant tout une vocation. Depuis petit, je rêve d'être consultant en corporate finance. À 4 ans, je jouais déjà avec des bilans comptables. Et je trouve ça extrêmement drôle. Vous avez dû vous marrer quand même, Thibault, à écrire cela? Ah oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et c'est vrai que c'est ce que je trouve fascinant avec le dessin et la BD, c'est que ça permet de dire beaucoup de choses en utilisant par exemple des graphes ici, des schémas dans d'autres planches, Ouais. et avec une petite expression de visage, une bulle silencieuse, ça permet de dire beaucoup plus de choses qu'en un long texte. Et puis, une bonne poilade avant de nous quitter, Thibault, parce que lisez ce livre, il y a beaucoup de références, c'est très érudit, c'est drôle évidemment. Vous avez fait jouer du trombone quand vous alliez aux toilettes pour pas que vos collègues vous entendent, ou vous l'avez inventé? Non, ça je confesse que je l'ai imaginé, fort heureusement. Ouais. Oui, vous l'avez imaginé, et je trouve ça excessivement drôle parce que c'est souvent un moment pas très agréable par ailleurs, il faut le concéder. Merci Thibault Boissel-Dubourg. Vous êtes aujourd'hui toujours en activité professionnelle, mais passionné de BD. Lisez ce livre, et vous qui êtes des RH, amusez-vous, prenez un peu de recul sur vous-même. Alors il a peut-être quelques visages et quelques noms qui l'ont inspiré, Thibault Boissel-Dubourg, il ne nous a rien dit, mais vous avez été inspiré par quelques visages quand même. Oh, c'est un mix entre l'inspiration de mes expériences précédentes et beaucoup d'imagination aussi. Je pense que personne ne peut se reconnaître dans cette BD. Ouais, vous n'avez pas de risque juridique. Merci Thibault Boissel-Dubourg. Faites-vous plaisir. Tiens, un petit cadeau de Noël, offrez-le à votre père, à votre ami, à votre collègue de bureau, à votre N+1. Tiens, ça c'est un très beau cadeau à offrir à son N+1, à condition de bien s'entendre avec son N+1, évidemment. Merci à vous, édition Henrik B. Édition. On fait une courte pause après le livre de Smart Job, le dernier livre de l'année 2022, et on va se tourner évidemment vers nos experts. On va parler des retraites, stop, ou encore cette question est posée depuis presque un an. Puis on va parler aussi évidemment de Noël qui s'invite en entreprise, qui revient en force en entreprise. On accueille mes experts tout de suite. Le cercle RH et les experts pour la dernière émission de l'année 2022. Je vous les présente. Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia, bonjour. Fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA, ravie de vous accueillir. Marine Balançard est avec nous, c'est vraiment l'équipe solide, hein, c'est les habitués de l'émission, directrice générale d'Ariséal. Oui. Décider, ça se travaille. Non, mais je vais finir par bien connaître le titre, chez Erol. Absolument. C'est votre livre, et Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'Écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable, et qui vient faire écho d'ailleurs à votre couvre, Stéphane, de Pour l'Écho, les 5 défis du commerce vert, avec un énorme bateau de container, mais qui sort de la fumée verte. C'est ça ? Écoutez, oui. Ça n'existe pas, ça, c'est un montage. Ça n'existe pas encore que de faire des bateaux verts au niveau du transport, ça arrivera un jour. Hein. Oui. Ça existe déjà. Avec des voiles. Il y a des cargos à voiles, donc c'est possible. C'est pas encore tout à fait au point. C'est ça, en tout cas pour transporter autant de marchandises. Oui. Revenons en France, les retraites. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ce pas de deux, mais nous voilà repartis dans... C'était le 15 décembre. Et là, on avait quand même la fumée blanche qui devait sortir. Et puis, patatras, le président lui-même, en personne, s'est exprimé en disant que c'était beaucoup plus judicieux de redécaler tout ça au 15 janvier. Peut-être me trompais-je sur au 10 janvier, Stéphane. Comment vous avez réagi? Tiens, Stéphane, vous avez la parole. Vous dites quoi? On est en train de se moquer des Français? On enterre la réforme ou on se donne un peu d'air? Alors je me mets à la place d'un Français qui n'est pas journaliste et je me dis que peut-être que ça lui est indifférent de savoir que l'on annonce la réforme le 10 janvier au lieu du 15 décembre. Vu le contexte. Mais de fait, on peut parfois se demander si le duo Emmanuel Macron-Elisabeth Borne est parfaitement huilé sur ce sujet précis. Et puis on peut se poser une question plus difficile. Quelle est aujourd'hui la force de conviction politique d'Emmanuel Macron ? J'ai l'impression qu'elle est un peu émoussée. Clairement. Que ses convictions sont un peu émoussées. Et que, alors évidemment... Il s'accroche à cette réforme. Il s'accroche à cette réforme parce qu'il a toujours dit que c'était le pivot du macronisme.
Voilà, alors renoncer au pivot du macronisme n'est pas facile pour Emmanuel Macron, je le conçois, mais il va peut-être falloir le faire quand même. Vous en pensez quoi, Marine Balançard? Écoutez, je suis d'accord avec Stéphane. C'est un pivot effrité. Oui, mais déjà, la vie de couple, c'est pas facile. Donc, la vie de couple Macron-Borne, c'est pas facile. Ça marche pas très bien. Ils ont deux styles très différents. Macron est assez personnel et Elisabeth Borne est plutôt dans la concertation à outrance. Donc, il me semble que c'est elle qui a demandé un report ou qui a obtenu de décaler ça à janvier. Et est-ce que la réalité, c'est qu'au sein de la majorité parlementaire, et j'allais dire même presque au sein des Français, la réforme ne passe pas? Et on va parler des syndicats, parce qu'eux, évidemment, affûtent leurs armes pour la rentrée. Mais la réforme ne passe pas. Déjà, le tour de force, c'est de se mettre tous les syndicats à dos. C'est ce que vient de réussir Macron, c'est 100%. Et ça fait longtemps qu'il ne s'était pas mis tous les syndicats à dos pour la réforme des retraites. Donc c'est un champ de braise. Et Elisabeth Borne va risquer son poste, ça c'est très clair. Donc elle est dans l'ultra-négociation et dans l'ultra-prudence. Et dans le même temps, elle a un fusil derrière le dos, c'est Emmanuel Macron qui dit c'est ça avant l'été. Et c'est le pivot de mon deuxième quinquennat. C'est donc l'assurance chômage et la retraite. Olivia, vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai qu'on voit effectivement des distorsions presque de positionnement idéologique entre Elisabeth Borne et Macron. Et puis, je rebascule sur les syndicats. Il n'y a jamais eu autant d'unité syndicale avec des mots forts. Ça a commencé par François Omril de la CFE, c'est du foutage de gueule. Là, on a la FO avec le nouveau secrétaire général qui dit nous, on est prêt à y aller. On va aller se battre. On utilise le mot se battre. Enfin, tout ça n'annonce rien de bon quand même. Oui, effectivement, pour Emmanuel Macron, on est dans la stratégie ni-ni, c'est-à-dire qu'il ne faut ni céder ni s'imposer, donc c'est difficile de trouver le juste milieu. Après, effectivement, par rapport à cette séquence-là, je pense que l'idée, c'est vraiment d'anticiper tout blocage de la France à la veille aussi des fêtes de Noël. Et si le débat des retraites ne passionne pas tous les Français, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'exécutif ne veut pas d'une France bloquée la veille des fêtes. Donc, je pense que ça joue aussi. En tous les cas, reporter ça début janvier, on retrouvera la même équation du problème, quoi. Mais je pense que l'idée, c'était vraiment de ne pas bloquer, la France. Oui, il y a ce débat des grèves SNCF qui, malgré tout, ont continué à perler un peu là, ces derniers jours. Il faut quand même le rappeler, malgré tout. Mais quand même, il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, c'est le débat européen. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre débat? Mais si, parce qu'on a le sentiment que le président, il a aussi un chef au-dessus de sa tête, et que ce pauvre président, non seulement il met le fusil derrière le dos d'Elisabeth Borne, mais que lui-même a un fusil dans le dos, puisque quand on regarde la carte européenne, on a fait le débat la semaine dernière, on voit que tous les pays européens sont sur les 65, 67, et que la France fait un peu figure de vilain gaulois. C'est l'Europe, en fait, qui nous impose ces règles. Alors, je ne sais pas si elle peut les imposer complètement, mais vous avez raison. Elle nous incite. Elle nous incite beaucoup. Et puis, il y a plein de pays où c'est déjà à 65 et ça pose aucun problème. Parce que dans les pays où c'est à 65, il y a également des exceptions. Et les gens qui ont connu certaines conditions, certaines difficultés pendant leur carrière, voient cette durée modifiée. Donc, il y a un côté totem en France, un côté affrontement stérile. Mais ça vous inquiète quand même, parce que la rentrée sociale, on nous a évoqué des coupures de courant. Alors le président a rétro-pédalé assez rapidement pour ne pas effrayer les salariés et les Français. Et on a une rentrée sociale qu'on nous prépare, qu'on nous annonce, on nous prépare mentalement à l'idée que les manifestations vont avoir lieu. Au même moment, on a une inflation qui va continuer à grimper parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. C'est pas du tout bon de faire une réforme dans ce contexte. Enfin, je ne sais pas, c'est très anxiogène et dangereux. Oui, mais le problème, c'est vrai, mais on est dans un contexte anxiogène et compliqué depuis déjà 2-3 ans. Donc, effectivement... Oui, vous dites que ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, non, mais après le Covid, les retraites. On disait la même chose en septembre. On s'attendait tous à une rentrée très tendue. Finalement, voilà. Bon, en janvier, mais là, elle s'annonce quand même... Ça s'annonce compliqué entre la crise énergétique, mais d'autant plus, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà il y a une espèce de cristallisation autour de cette réforme des retraites où les parties prenantes personne ne veut lâcher, voilà. Et puis du coup, on est aussi dans un contexte où en fait, c'est le cheval de Troie. Derrière, vous avez la crise énergétique, vous avez beaucoup de secteurs qui sont très tendus. Donc, la crainte de l'exécutif, c'est que finalement, ça prenne feu avec les retraites, et puis que derrière, tout s'en passe. Et des défaillances d'entreprises qu'on nous annonce en 2023, qui sont faibles, mais dont on nous annonce qu'elles vont être terribles. Un mot, Marine Balançard, sur le contexte d'une réforme des retraites, parce que le débat qui est posé dans Smart Job, c'est de se dire
et il y a beaucoup d'experts qui le disent, globalement, sur le régime de base, le déficit s'est réduit. Il y a eu le rapport du corps qui était alarmiste sans être autant alarmiste que cela. Il y avait encore quelques réserves. Est-ce que c'est opportun et est-ce qu'il ne faut pas inventer une réforme par l'envers, c'est-à-dire commencer à régler le problème des seniors, commencer à régler le problème des jeunes, avoir des vrais piliers et dire ensuite engageons une réforme. Là, on a l'impression qu'elle ne repose sur rien, cette réforme. Ça paraît évanescent. Oui, parce que le rapport du corps n'est pas si alarmiste que ça. Je suis d'accord. On dépense à peu près un peu plus de 13% du PIB en financement des retraites. Ça peut monter à 14,5, 14,7 d'ici la fin du quinquennat. C'est pas non plus mortel. Donc mais moi, je pense que la façon dont on parle de la réforme des retraites, c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite, 65, c'est agiter le chiffon rouge pour rien. Et tant qu'on dira aux gens, avec cette réforme, vous allez perdre des choses, c'est-à-dire perdre un âge de départ, entre guillemets, correct à la retraite, tant qu'on parlera des pertes, on agitera des chiffons rouges. Je pense que tout le monde aurait intérêt à parler des gains et des bénéfices pour chacun d'un départ à la retraite plus tardif, plus de flexibilité au travail, par exemple, plus de liberté ou une façon différente de travailler. Donc repenser le travail. Donc passer en positif, plutôt que de toujours dire vous allez perdre ça, vous allez perdre votre départ à 60 ans. Envenimé par les syndicats qui remettent de l'huile sur le feu. On peut déminer la retraite en faisant des choses simples. Par exemple, la réforme Touraine, c'était assez simple. Certains veulent l'accélérer d'ailleurs. On passe à 43 annuités, voilà. Personne ne va s'énerver si on dit 43 annuités. Ce qui revient à peu près au même quand on regarde les choses. Exactement, mais si on en fait une présentation, civilisationnelle, forcément, on a une réponse civilisationnelle. Et en France, ça veut dire la violence. Civilisationnelle, c'est une petite anecdote pour nous rafraîchir, parce que c'est quand même la dernière émission de l'année. Parlons-en. Vous avez tous, dans vos environnements respectifs, des collaborateurs, des entreprises, une machine à café. Vous allez faire un pot de Noël, c'est-à-dire que vous allez sortir le crément, les boudoirs, vous allez sortir les petits fours, les sushis, parce que ça avait disparu tout ça, Covid. Vous allez le refaire ou pas ? Je ne sais pas, mais je vous sens hésitante. Oui, parce que c'est très hypocrite en fait, surtout que. Vous dites pas de chance, merde. J'ai un pot de fin d'année. Voilà, on peut dire un pot de fin d'année et surtout, non mais ça peut correspondre par contre à un besoin de célébration. Si on reprend la pyramide de Maslow et les besoins des collaborateurs, dans les besoins des personnes, il y a le besoin de célébrer, d'appartenir et de faire des choses ensemble qui sont un peu en dehors du travail pour être ensemble, et ça peut créer beaucoup de joie, ça peut créer aussi la possibilité de voir ses collaborateurs d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est le cas de le dire, oui. Voilà. Avec 3 verres de crément, on ne voit plus pareil. J'observe dans tout ce que je vois, puisque je forme pas mal de managers, que c'est très prisé et ce sont des moments très heureux. Donc on ne se moque pas de ce petit pot de fin d'année qui resserre les liens, qui nous permet de discuter d'autre chose que de corporate. Ça a progressé, c'est une étude CAPA, c'est pour ça que je vous cite vous y croyez, vous aimez ce moment de partage et de convivialité? Certains y vont à reculons. Oui, mais je pense que ceux qui les critiquent aiment bien le critiquer aussi. Donc si on retire, voilà, très français ça. Il y a un côté très tradition, c'est-à-dire que si dans une boîte vous décidez de ne pas faire de petites fêtes de Noël, vous êtes sûr que les personnes ne vont pas comprendre pourquoi. Alors par contre, quand elle a lieu, c'est sympa de pouvoir dire oui, mais à quoi ça sert, etc. En tout cas, on a quand même 3 années où les gens ont moins l'habitude de travailler ensemble. Il y a eu le télétravail. Effectivement, ça va pas. C'est pas une soirée qui va révolutionner le rapport au travail, les problèmes de management, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'entretenir avec ses collègues d'une autre manière. Oui, parler un peu d'autre chose, peut-être. Et puis parler d'autre chose. Et puis je pense qu'il faut le voir aussi, la société, l'entreprise, elle est comme la société. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais les festivités autour de Noël sont arrivées très vite, parce qu'on est quand même dans un climat qui est assez morose entre la crise énergétique. Illumination, l'année pas 2022 illumination. a été quand même assez sous tension. Donc, comme l'entreprise, comme les citoyens, on a besoin de ces moments un petit peu d'inspiration. Et encore une fois, je ne veux pas faire le journaliste mainstream, mais on ne nous annonce pas une année 2023 folichonne quand même, puisqu'on nous présente quand même des défaillances, une inflation, des risques de coupure de courant et donc des enjeux sur l'emploi, et des crises sociales. C'est ça qu'on nous prédit. Autant boire un bon coup fin 2022, non ? Il y avait des défaillances. On avait annoncé des défaillances pendant le Covid. Non, elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu. C'est assez bizarre quand même qu'elles n'aient pas eu lieu. Mais de fait, elles n'ont pas eu lieu. La trésorerie a tenu. Elle a tenu à cause des prêts, notamment. Mais les prêts, un jour, seront remboursés. Donc, attention, prudence. On est dans les remboursements. Mais là, cette fois-ci, on se retrouve devant quelque chose de beaucoup plus tangible, qui est l'électricité. Il y a des entreprises qui sont en train de mourir. Les entreprises de boulangerie. Il paraît qu'il y a une boulangerie
qui ferment tous les jours ou tous les 2 jours en France en ce moment. Tous les gens qui fabriquent du verre, et c'est beaucoup de gens, ont énormément de mal à le... Duralex, l'ami de Marine Balançard, qui avait réagi d'ailleurs à l'issue des propos de Marine Balançard et qui était venu réagir sur notre plateau, qui sont en situation très tendue. Donc 2023, profitons-en en 2022, c'est ce que vous nous dites, parce qu'il y en a des indicateurs qui nous font dire que, et le Covid, je ne l'ai pas dit pour pas non plus charger, revient doucement cet hiver. Espérons qu'au cours de 2023, la guerre en Ukraine s'achèvera. Espérons. Parce que quand même, beaucoup des choses qui aujourd'hui sont liées à cela. Nous affectent sont liées à ça, absolument. Avant de nous quitter, on a 12 métiers. Alors, je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans ces 12 métiers, les 12 jobs en or que les entreprises vont s'arracher. Ça, c'est une étude qui est sortie chez Robert Walters. Alors, est-ce que si je vous dis data scientist, Marine, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est d'accord, ceux qui gèrent la data, oui. Ok, donc ça, c'est le qui métier. donne du sens aux chiffres, oui. Métier qui cartonne. Métiers qui cartonnent, souvent ce sont des jeunes aussi qui sortent d'école, qui font très ça diplômés, pour rentrer, très diplômés pour rentrer dans les entreprises et donner du sens. Perle rare, les data scientists, tout le monde se les arrache. Oui, c'est assez pénible. Oui. En termes de plaisir métier, c'est du chiffre. Oui, voilà, c'est une prédisposition. C'est clinquant sur le papier, mais dans la réalité du quotidien de ce métier, c'est des tableaux de chiffres et du chiffre. C'est passionnant parce que ça consiste à... On vous donne un magma... Et il faut en sortir une sculpture. Ouais, exact. Et vous donner du sens. C'est vrai. Donc c'est très difficile, mais en même temps très satisfaisant. 75 à 110 KE, j'allais dire KF, vous avez vu, je suis resté quand même au franc, je suis resté au franc, KE, c'est quand même des salaires très bien, et 90 KF et plus en début de carrière. Ça vous aurait plu, ça, le data scientist? Moi, alors, du coup, dans les postes qui sont très recherchés, vous avez aussi tout ce qui est recrutement. Responsable recrutement, poste clé, ça c'est très intéressant. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un poste très intéressant qui en dit long sur ce que sont en train de vivre les entreprises en termes de tension. Et je pense que ce qui serait intéressant, justement, d'aller chercher des profils peut-être plus atypiques, plus ouverts, puisque cette fonction-là va être absolument décisive pour les entreprises, à la fois pour garder ceux qui sont, empêcher de partir ceux qui sont là. Les salaires sont bons, parce que les secteurs recrutement, c'est des salaires... Olivia a tout à fait raison. Ça monte. Ces jobs qui consistent à être un spécialiste du recrutement sont tellement importants qu'apparemment, si j'ai bien compris, la fonction va peut-être cesser d'être une fonction support pour devenir une fonction stratégique. Parce que si vous cherchez un data scientist pour votre entreprise et vous ne le trouvez pas, votre entreprise peut disparaître. Et donc ça passe par le responsable recrutement. Et bien sûr. Pas seulement, c'est l'image de l'entreprise. Le responsable recrutement, c'est le fer de lance, mais il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas. Donc c'est aux entreprises d'arriver à se mettre se rendre désirable. J'avais noté les salaires 5 à 10 ans d'expérience, 65 à 75 K, ce qui sont plutôt pas mal et qui sont des salaires en progression, c'est ce que dit Robert Walters. J'ai noté quand même qu'il y avait un besoin de jeunes associés de cabinets d'avocats, des transactions. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que il y a une disruption, le marché bouge, il faut de la compétence sur le droit. Ça, c'est intéressant. Oui, pour nous, en plus, on accompagne beaucoup de cabinets, effectivement. C'est lié à 2 choses. Déjà, c'est qu'il y a aussi toute l'ancienne génération qui est en train aussi de les partir. baby boomers. Et il y a un vrai repositionnement sur différents domaines où effectivement il y a beaucoup de jeunes associés qui montent aussi parce que, et ça revient à la question du recrutement, parce qu'aussi aujourd'hui les jeunes avocats ne souhaitent plus attendre 16 ans, 17 ans pour devenir associé. Pour grimper l'échelle. Donc je deviens associé. Ils négocient tout de suite. Ou je m'en vais. Ça c'est vrai. Et donc du coup ça devient donc ça c'est aussi très important. Avant de nous quitter, la peur a changé de camp. Exactement. Et c'est vrai pour le marché du travail et c'est vrai dans les cabinets. Juste avant de nous quitter, ingénieur en cybersécurité, parce que je voulais juste faire ce focus sur ces métiers. Il y a 20 ans, on parlait de DSI, directeur des services informatiques, c'est fini. Maintenant, on cherche des ingénieurs cyber. Ça aussi, c'est ce qui nous attend en 2023 et dans les 10 années qui viennent. C'est les nouvelles mafias qui vivent la nouvelle criminalité informatique, on est d'accord. Et donc, il faut des postes. Encore récemment, l'hôpital du Chênay a été victime d'une attaque. Corbeil-Essonnes. Moi, je travaille avec des assurances. Il y a des assurances qui ont été victimes de cyberattaques et ça ne dure pas 2 jours, ça dure des mois. Et elles ont payé, sans dévoiler le client? Je ne dévoilerai pas, mais... Il y en a certainement beaucoup qui payent, mais qui ne disent pas, parce que l'image est entachée. C'est une catastrophe, effectivement. Et un danger pour nos démocraties, d'ailleurs.
Voilà, très présente aussi. Et dans cette liste à l'après-vert, il y a les HR Business Partners, les responsables de la supply chain et les directeurs financiers qui ont un rôle prospectif dans tous ces métiers, ces jobs en or. Avec en tête le data scientist. Est-ce que c'est très nouveau? Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais encore qu'il y a des montées sur le recrutement, ce que disait Olivia tout à l'heure, c'est des postes qui prennent beaucoup plus de place dans l'entreprise. Le recrutement comme haute technologie, ça c'est une nouveauté, je trouve. Exactement. Et si je vous souhaitais une bonne année, enfin une belle année, une belle fête de fin d'année, est-ce que ça vous ferait plaisir? Une très bonne année. Eh ben, je vous souhaite, avec quelques jours d'avance, de belles fêtes de fin d'année, une belle année. On se retrouve l'année prochaine, évidemment. Une victoire en finale, évidemment aussi. Une victoire en finale. C'est vrai que vous avez vu, on n'a pas parlé foot. C'est peut-être la seule chaîne qui n'a pas évoqué l'équipe de France de football. On a hésité à même faire un sujet sur Deschamps, grand RH, tiré de l'article du Monde. Grand manager. Grand manager, vous êtes d'accord, ça? Deschamps, c'est un grand manager. Oui. Bon, on va finir sur cette note sucrée. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine. Merci pour votre fidélité et votre présence, évidemment, très régulièrement dans notre émission. Je suis toujours très heureux de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça sera la dernière fenêtre sur l'emploi de l'année. Et on accueille notre invité. Trouver, dans Fenêtre sur l'emploi, trouver un emploi grâce à des jeux vidéo ou trouver un stage, on en parle avec Virginie Chevalard. Bonjour Virginie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, directrice des opérations RH France chez Devoteam. 4000 collaborateurs en France. 4000 en France, 10 000 dans le monde, dans une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. Alors, pour situer, c'est une entreprise de l'IT. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on va revenir sur le chemin que j'ai ouvert, enfin, qu'on a commencé à emprunter, qui est les jeux vidéo et le stage. Oui. Pourquoi cette promesse-là? Alors, c'est une entreprise de la tech. On est partenaire de grandes plateformes technologiques dans le domaine du cloud, Salesforce, ServiceNow, et puis aussi spécialisée dans le monde de la data, de la cybersécurité, du design. Voilà, une entreprise qui est... alors, notre slogan, c'est Creative for Better Change, très tournée vers les valeurs et qui a effectivement souhaité innover dans le domaine du recrutement avec, du coup, une autre façon de rencontrer les étudiants en dehors de l'entretien classique. Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous, la RH, à travers ce nouvel outil? Parce qu'on connaît évidemment sur ce plateau le recrutement classique. Oui. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Quelles sont tes motivations et tes passions? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous cherchez avec cet outil? Alors, c'est d'abord une bonne expérience candidat. On cherche aussi à attirer des jeunes qui... dans le domaine de la tech, sont particulièrement friands des jeux vidéo, donc ça sert notre attractivité. Ouais, c'est leur cible. Et puis derrière, c'est vraiment le souhait de partager nos valeurs, qui sont vraiment un fondement pour nous, une culture très forte. Et donc, grâce à ces jeux vidéo, on arrive à identifier, on les met en situation, je vais dire, pour identifier leurs soft skills et leur adéquation avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'une fois que le mail a été envoyé, vous avez fait une sélection pour des postes. Ils vont venir chez vous, chez Devoteam, et vous allez leur dire bonjour, vos équipes vont leur dire bonjour, c'est ici que ça se passe. Et ils vont quoi? Mettre un casque de réalité virtuelle? Comment ça se passe concrètement? Ça dure combien de temps? Et est-ce qu'à l'issue de ce jeu vidéo, vous savez déjà si vous allez le recruter ou il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Alors, premièrement, on a aujourd'hui mis en œuvre le Devo Game depuis 2016, donc on en est à notre 7e édition, pour identifier ces soft skills à travers les jeux vidéo. Ouais. Et on l'a fait pour l'instant sur les étudiants, sur notre population de stagiaires de fin d'études qu'on souhaite recruter. On avait 200 postes à pourvoir dans le cadre de ce développement. C'est fini, il n'y en a plus là? Il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. Il en reste. Il y a encore quelques postes pour l'année prochaine. Et donc, on est en train de réfléchir plus globalement comment généraliser les jeux vidéo en mode de recrutement plus classique et de l'étendre. Mais pour l'instant, notre expérience porte sur les stagiaires. Les stagiaires, mais qu'importe. Quels sont les éléments, les critères que vous sélectionnez ou les critères qui seront discriminatoires au sens où ils ne seront pas pris? Qu'est-ce qui ressort? Vous avez une petite feuille qu'on vous dit, là, il était très rapide, pas assez rapide, il n'a pas été assez généreux. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, on a baigné les étudiants dans un environnement ludique, dans des salles de gaming. D'accord. Voilà, et on a... C'est un parcours, en fait. Exactement. Ouais. Et quand je vous disais, on les a mis en situation, c'est que grâce au jeu, on a pu voir leur adéquation avec nos valeurs. Alors, si je prends nos 5 valeurs, par exemple, l'ambition, on va voir si la personne donne le meilleur de soi. On a aussi une valeur du respect qui est très, très forte chez Devoteam. Dans des situations de jeu, donc? Exactement. Quelle est la culture de l'humilité que peut avoir
le candidat. Et puis, on a aussi des jeux d'équipe. On les fait jouer à des jeux d'équipe et on regarde aussi le rapport qu'ils ont avec leurs coéquipiers, puisque la collaboration est une aussi de nos 5 valeurs. Et comme vous êtes une belle entreprise d'IA, à l'issue de tout cela, comment ça se passe? Il y a une sortie papier, document ou non, comment on fait là? Aujourd'hui, on est dans de l'observation des comportements attendus. Donc, on avait des recruteurs et puis des experts métiers qui étaient là pour échanger avec les candidats et puis pour se confronter à eux lors de ces jeux vidéo. Mais on n'est pas rentré dans un système aujourd'hui outillé. C'est une réflexion que nous avons à plus long terme. Je ne veux pas faire d'humour, mais encore une fois, on peut s'autoriser un pas de côté. On avait tout à l'heure un auteur dans le livre de Smart Job qui sort un livre sur la quête de sens, où à travers tous ces dessins très drôles et un peu disruptifs, il évoquait le responsable informatique, un peu bedonnant, t-shirt trop court avec écrit Maruto, pas très aimable. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à travers ça, vous êtes aussi en train un peu de reformater différemment l'image qu'on a aussi des responsables informatiques, de ceux qui font de l'informatique? Parce qu'il y a à la fois des clichés, puis il y a une réalité, il ne faut pas se mentir. Oui, il y a de ça aussi un peu quand même. Alors oui, c'est beaucoup quand même du cliché. Aujourd'hui, on a des experts... J'étais sûr que vous allez me répondre ça. On a quand même des experts technologiques, non mais qui sont en front aussi vis-à-vis de nos clients, en contact direct avec nos clients. Donc cette dimension soft skill, elle est fondamentale. Voilà, et leur agilité, leur autonomie, etc. Virginie, au bout de ce parcours, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas uniquement un siège, un jeu et des joysticks, il y a vraiment un parcours et observé par des professionnels, des métiers et du recrutement. J'imagine que vous passez aussi une tête pour aller voir comment ça se passe. Comment ça se passe à l'issue de tout ça? Il a fini son parcours, ce stagiaire. Alors, et vous lui parlez, parce que ce qui est toujours dur dans un entretien, c'est qu'on n'a pas de restitution. On ne sait pas pourquoi on n'a pas été pris. Alors, l'objectif, c'est de créer la rencontre, d'observer et de pouvoir échanger en direct avec nos experts, c'est-à-dire de faire un entretien, mais qui va être complètement informel, puisqu'on est dans l'échange, dans cet environnement très ludique. Et puis, bien souvent, effectivement, on les revoit à l'issue du Devo Game. On a refait des entretiens complémentaires pour vraiment donc ils ont un retour aussi le contenu du poste sur lequel ils vont être positionnés. Donc, vous êtes en mesure de lui dire... Sur cette partie du jeu, on ne vous a pas trouvé suffisamment ouvert, parce que c'est cette question-là aussi, de travailler en équipe. Oui. On a parfois des gens qui sont un peu tournés que vers leur écran, et vous cherchez aussi des gens qui sont aussi ouverts. Exactement, et très directement, on fait un retour et on poursuit avec ceux qui ont passé cette première étape. Virginie Chevalard, merci d'être venue nous rendre visite pour nous parler de ce modèle qui n'est pas né hier, 2016. Oui, depuis 2016. Et vous le poursuivez et ça a l'air efficace, sinon vous l'auriez arrêté depuis longtemps. Merci, directrice des opérations RH France chez Devoteam, 4000 collaborateurs, 10 000 dans le monde, une belle entreprise d'IT. Merci à vous Virginie. Puis j'en profite d'avoir quelques secondes pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Restez fidèles évidemment au programme de Bismarck, profitez bien, reposez-vous. On sera là, nous, avec toute l'équipe, et notamment Nicolas Juchat, que je salue et que je remercie pour son travail. Merci à Xavier à la réalisation aujourd'hui, merci à Saïd que je salue, et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, les téléspectateurs très fidèles et qui nous suivez de plus en plus. Je vous dis bye bye et à l'année prochaine.